Il nomme la mutinerie des Malgaches le mouvement solidaire ayant renversé le gouvernement de Madagascar. Ces 3 dernières semaines, des jeunes de tout le pays ont rejoint la vague de la génération Z, lassée et mécontente, s'opposant au gouvernement corrompu dans le monde. Sous le pavillon Jolly Roger de One Piece, les jeunes ont réclamé la chute du président André Rajoelina, symbole d'exploitation, de corruption et de régime militaire. Aujourd'hui, André Rajoelina a fui le pays. L'armée s'est mobilisée pour soutenir les manifestants, et la jeunesse malgache a offert une seconde chance à la nation. En même temps, Madagascar s'est retrouvé au centre d'un champ de mines politiques où certains chemins mènent à un régime militaire, d'autres à la continuité du statu quo, et il n'existe que quelques issues permettant à la nation et à son peuple d'espérer un avenir meilleur. Sur les îles Bossom de l'océan Indien, la génération Z a récemment renversé un autre gouvernement. La suite reste imprévisible. Et maintenant, un petit mot de notre sponsor, moi-même, ou plus précisément, mon site web France.co. Vous vous êtes déjà dit qu'il n'y a pas assez de contenu sur Warfront, 6 vidéos par semaine, ce n'est pas suffisant pour moi. Je veux un monde plus fou, plus de guerre, plus de morts. Mais d'abord, qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Deuxièmement, bonne nouvelle. Du contenu supplémentaire sur Warfront est disponible sur France.co. Regardez ça. Oui, à partir de cette semaine, nous publierons 2 vidéos exclusives chaque semaine pour nos nouveaux abonnés ou sur n'importe quel site web, France.co. Pour 5 $ par mois, accédez à du contenu exclusif, Warfront non disponible sur YouTube. Nos premières échanges vidéo sont en ligne, abordant des thèmes actuels comme la possibilité pour la Pologne de vaincre la Russie, ainsi que des sujets intemporels, tels que comment la Corée du Sud a conçu le meilleur char du monde et ce que comprend l'offre. Nous demandons aussi à nos rédacteurs de fournir chaque semaine 2 articles approfondis sur un aspect méconnu de la géopolitique et de la guerre. Ainsi, non seulement vous aurez plus de vidéos que vous aimez, mais vous aurez aussi l'occasion de lire les opinions sans filtre de nos rédacteurs sur l'actualité de la guerre. Si vous aimez cette chaîne, vous adorerez France.io, c'est 5 $ par mois. Cela nous soutient à Warfront, Political Front et France.co. Rien ne change ici. J'ai appris des erreurs des anciens youtubeurs. Nous ne mettrons pas de contenu existant derrière un paywall. Les 6 vidéos par semaine seront là pour vous, comme avant. C'est tout bonus, mon pote. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'accent d'Austin Powers là. Mais ouais, France.co, allez-y simplement. Bon domaine, non ? Il a coûté cher. La vie à Madagascar aujourd'hui n'est ni horrible ni facile. Les publics occidentaux qui connaissent peut-être Madagascar principalement pour ses lémuriens et un film de DreamWorks de 2005, qui reste d'ailleurs très bon aujourd'hui, pourraient en s'être déçus d'apprendre que Madagascar est l'une des nations les plus pauvres du monde. Là-bas, 3/4 de la population vivent sous le seuil RC de pauvreté, dont beaucoup en extrême pauvreté. Les infrastructures de transport et d'assainissement sont médiocres, l'eau manque et le pays subit souvent des coupures pour maintenir partiellement le système électrique. L'île est l'un des endroits les plus vulnérables au monde face aux maladies naturelles et aux fluctuations d'un climat en mutation. Mais ce qui traverse tous les problèmes du pays et les aggrave tous en même temps, c'est la corruption. Une corruption endémique, extrême et franchement éhontée. Dans ce coin du monde, la corruption ne se limite pas à un dirigeant politique ici ou à un fonctionnaire local là-bas. Elle est endémique. Elle est essentielle dans la manière dont les gens et leurs dirigeants agissent, entraînant de graves conséquences pour la population. Les réseaux de clientélisme politique sont profondément ancrés dans le système. Les criminels organisés collaborent régulièrement avec les responsables gouvernementaux. La contrebande et le trafic sont très fréquents. Et du peu que Madagascar possède réellement, vous pouvez être sûr que les élites nationales en prélèvent une part au passage. Le malaise politique de Madagascar est centré sur Andry Rajoelina, dirigeant la nation sous diverses formes depuis 2009. Ancien magnate des médias, Rajoelina a pris le pouvoir par un coup d'état militaire, puis a gouverné via un successeur au nom surprenant. Mec. D'accord, c'est affiché. C'est son nom, appelons-le juste ressources humaines. Rajoelina et s'est revenu au pouvoir en 2019 et a été réélu en 2023 dans des conditions douteuses, après avoir présidé à une famine et proposé un remède inefficace contre le Covid. Surprise! Il a aussi utilisé massivement des logiciels espions contre son peuple.
Dans la mesure où il a même fait le moindre semblant d'effort contre la corruption, ce n'était que de la poudre aux yeux. Des paroles en l'air, Rajolina sacrifiant un subordonné ou un ministre pour détourner l'attention de la majorité des complices de son vaste système de corruption. Bien que Rajolina ait présidé à une croissance économique à Madagascar, les gens ordinaires n'en ont pas bénéficié car les richesses ont été détournées vers le régime corrompu. Il suffit de dire que sous Rajolina, les choses n'ont pas vraiment été brillantes, et pour les jeunes en particulier, les perspectives d'avenir sont très sombres depuis un bon moment déjà. Ainsi, lorsqu'une série de manifestations menées par des jeunes a provoqué la chute d'un gouvernement tout aussi corrompu au Népal et déclenché des mouvements de protestation similaires de la génération Z partout, du Maroc au Pérou en passant par les Philippines, la jeunesse malgache a décidé de se lancer elle aussi dans ce mouvement. S'inspirant du Népal et d'ailleurs, Transparency International a organisé le premier rassemblement à Antananarivo, capitale de Madagascar. Quelques jours plus tard, des leaders de l'opposition de premier plan ont lancé un appel public à manifester sous un mouvement dont le nom se traduit par « Lumnor Sojuse » et grand « nous refusons d'être piétinés ». Les organisations étudiantes et les leaders de la jeunesse ont répondu à l'appel, utilisant l'imagerie de l'anime One Piece évoqué dans un épisode précédent et remplaçant le chapeau de paille par un couvre-chef similaire porté à Madagascar. Des milliers de manifestants se sont vite rassemblés et la police nationale a réagi. Les forces de l'ordre employaient souvent gaz lacrymogène et balles en caoutchouc moins létales. Elles peuvent tout de même mutiler ou tuer si la personne est touchée au mauvais endroit. Ou au bon, peut-être. Des sources médicales rapportent que la violence des forces de l'État était bien plus grave, certains manifestants ayant été retrouvés morts avec des blessures dues à des munitions réelles. À l'heure où j'écris, 22 manifestants sont morts et des centaines blessés à Madagascar. Ce bilan pourrait encore s'alourdir d'ici la diffusion de cet épisode. Alors que la police intensifiait l'usage de la force, les manifestants ont réagi de la même manière, incendiant des infrastructures publiques et d'autres institutions perçues donc comme représentant les dépenses extravagantes du gouvernement national à une époque où les gens ordinaires peinaient à joindre les deux bouts. Les manifestants ont rapidement commencé à ériger des barricades dans les rues et par moments, les rassemblements ont dégénéré en pillage, même si dans l'ensemble, les manifestants sont restés vigilants en dirigeant leur colère vers les symboles de l'accès au gouvernement. Ils ciblaient aussi l'élite dirigeante, incendiant les maisons des proches alliés de Rajolina. À mesure que les manifestations devenaient tant plus dangereuses qu'on m'a fréquenté, les jeunes ont répondu en se mobilisant encore plus nombreux, comprenant désormais une proportion plus élevée de lycéens. Les syndiqués ont lancé une grève générale. Les manifestations ont gagné les provinces moins peuplées, attirant l'attention mondiale. Le gouvernement Rajolina a tenté de réagir en concentrant ses efforts sur deux axes. Torso, contrôler le récit et apaiser suffisamment les manifestants pour les calmer. Dans les deux cas, le gouvernement a échoué de façon spectaculaire. La police nationale a commencé à viser les journalistes, frappant à plusieurs reprises des membres de la presse, alors que le gouvernement tentait de mobiliser des contre-manifestants et de freiner les protestations. Les contre-manifestants étaient des peu nombreux et moins motivés à défendre Rajolina que la génération Z à le renverser, tandis que les tentatives de museler la presse ont renforcé sa couverture du mouvement. Pour apaiser, Rajolina a proposé de limoger des ministres et annoncé fin septembre la dissolution de son gouvernement. Mais ce n'était en que des demi-mesures, et les manifestants le savaient. Ils ont poursuivi leur action dans les rues et fait passer leur message à Rajolina très clairement. « Nous ne nous soucions pas d'eux. Nous venons pour toi. » Très bien, c'est à ce moment que le mouvement de protestation de la génération Z à Madagascar prend une tournure différente. Et même si nous comprenons que cela risque de diluer le message des manifestants, il est absolument essentiel que nous en parlions. À Madagascar, il y a eu un coup d'état militaire, pour le meilleur ou le pire. Maintenant, il faut être très clair ici. Rajolina et son gouvernement avaient commencé à crier au scandale en accusant les manifestants de tenter un coup d'état bien avant que quoi que ce soit de ce genre ne se produise réellement. Mais il est temps d'introduire un dernier acteur dans cette histoire, une unité militaire particulière appelée CAPSAT. Voyez-vous, CAPSAT n'est pas une unité de première ligne dans la petite armée malgache, qui est assez peu puissante, mais en raison du rôle que joue CAPSAT, le reste de l'armée du pays doit écouter lorsqu'elle choisit d'agir. CAPSAT supervise de nombreux aspects de la principale branche militaire du pays, notamment le personnel, la logistique et les fonctions essentielles au bon fonctionnement de l'armée. Mais ils sont aussi importants ici pour leur histoire.
En 2009, c'est Capsat qui est intervenu directement pour porter au pouvoir l'actuel dirigeant de Madagascar, le président Rajolina lui-même, et le fait que Capsat ressente aujourd'hui des remords d'acheteur envers le président envoie un message plus fort que, presque tout le reste. Rajolina n'est plus populaire parmi les rangs de Capsat depuis un certain temps. L'unité est dirigée par des élites marginalisées par le gouvernement Rajolina, mais disposant encore de nombreuses connexions dans la société malgache. Capsa a autorité sur l'armée, des liens avec l'élite nationale et le précédent historique pour être l'autorité en matière de changement de régime à Madagascar. Et le 11 octobre 2025, Capsat a choisi de descendre dans la rue. Après leur action, les chefs d'unité ont appelé toute l'armée nationale à soutenir et protéger Génération Z dans les rues. Leurs forces rejoignent la chanson on rejoint les manifestants en formant de grandes colonnes et en fin de journée, ils avaient verrouillé le centre de la capitale. Malgré quelques échanges de tirs sporadiques, Capsa n'a rencontré aucune véritable opposition pour prendre le contrôle des rues de la ville et rapidement l'unité a porté son attention sur la sécurisation du reste du pays. Rajolina a pris note de la situation et a publiquement dénoncé ce qui se passait comme un coup d'état militaire, mais il a insisté, du moins pendant environ une journée, sur le fait qu'il conservait le pouvoir sur la nation et qu'il allait gérer la mutinerie de Capsat. Mais dans la soirée du 13 octobre, la partie n'était terminée pour Rajolina qui s'est avéré avoir fui le pays. Selon le correspondant de France 24 à Madagascar, Rajolina, je cite, est parti en hélicoptère du palais présidentiel vers l'île de Sainte-Marie à l'est du pays, où un avion militaire français l'attendait. Le transfert a duré quelques minutes au bout de la piste. Personne n'a vu le président monter à bord de l'avion militaire, et grâce à l'armée française, il a pu rejoindre l'île de la Réunion. Là-bas, un jet privé de VistaJet attendait le président, et l'a emmené à Dubaï, où il est arrivé lundi matin. Cette fuite audacieuse, secrète et soutenue par le gouvernement français, s'est déroulée sans accroc, mais montrait que Rajolina avait reconnu sa défaite. Le président avait fui, l'ancien gouvernement corrompu était tombé, et étudiants et soldats de Madagascar avaient repris le contrôle du pays. À ce stade de Fondichisme, nous devons émettre une petite mise en garde, car même si nous sommes à jour sur ce qui se passe à Madagascar au moment où nous écrivons, il y a de fortes chances que la situation continue d'évoluer d'ici à ce que vous voyez cet épisode. Tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui est exact à minuit, dans la nuit de lundi à mardi, le 14 octobre heure locale, à Antananarivo. Tout récemment, à ce moment-là, Rajolina a enfin prononcé une allocution très attendue à la nation depuis l'étranger, affirmant qu'il s'était enfui dans un endroit sûr afin de protéger sa propre vie. On ignore s'il démissionnera ou tentera de former un gouvernement en exil, mais à court terme, Rajolina et ses alliés ne semblent comprendre pas vouloir rentrer rapidement. En ce moment, la question la plus importante à résoudre est une question en deux parties. Qui est aux commandes en ce moment et qui vont-ils placer à la tête à l'avenir ? Madagascar a toujours une opposition politique solide et Rajolina risque d'être destitué en son absence. Mais la situation sur le terrain est assez compliquée. Des dirigeants de l'opposition, cités anonymement dans la presse internationale, craignent désormais que Capsa contrôle directement le pays, surtout après la nomination d'un nouveau chef d'état-major qui dirigerait l'unité et contrôlerait ainsi l'île. Capsa a rejoint en force la protestation, mais reste lié à l'élite politique et économique de Madagascar, notamment aux factions peu proches de Rajolina. Le ministre de la Défense pourrait aussi exercer un contrôle direct. Il n'a pas quitté le pays comme d'autres ex-ministres de Rajolina et serait devenu un acteur majeur lors de réunions privées avec des dirigeants politiques, civiques et religieux. Le fait même que ces réunions aient en lieu pourrait être un bon signe, mais malheureusement, il est bien trop tôt pour en être certain. Même si le pouvoir est transféré pacifiquement à de nouveaux dirigeants civils, rien ne garantit que les étudiants manifestants de Madagascar verront le changement qu'ils voulaient provoquer. Comme mentionné en début d'épisode, la corruption touche l'élite politique malgache, autant l'opposition que Rajolina et ses alliés. Dirigée actuellement par Capsat, l'armée nationale est prête à soutenir des dirigeants servant ses intérêts, sans garantie que Capsat respecte les idéaux démocratiques ou lutte contre la corruption plutôt que d'enrichir son entourage. Alors que les manifestations de la génération Z augmentent, le danger lié à cette mobilisation de masse s'accentue. Essayez de renverser le gouvernement sans plan pour la suite, et ceux qui ont un plan pour l'après peuvent récupérer ce mouvement afin de servir leurs propres intérêts. Nous espérons certainement que ce n'est pas ce qui se passe à Madagascar, mais pour l'instant il y a place à un peu de scepticisme sain, n'est-ce pas ?
Maintenant, avec un peu de chance, ce qui viendra ensuite à Madagascar sera un grand dialogue national réunissant les leaders étudiants des manifestations, des voix de confiance issues du monde politique et de la société civile, ainsi que les défenseurs les plus efficaces de la lutte contre la corruption que Madagascar puisse offrir. Si les dirigeants relèvent le défi actuel, Madagascar pourrait viser une prospérité bien supérieure pour son peuple et un avenir plus radieux qu'à l'époque Rajalina. Malgré la violence des manifestations de la génération Z à Madagascar, c'était encore la partie facile. Le vrai défi pour sortir d'un héritage de corruption endémique commence maintenant. Merci de regarder.